Le 17 janvier 2026 marque un tournant historique pour le Burkina Faso. Après plus de 3 années d'exil au Togo, l'ancien président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, est officiellement extradé vers Ouagadougou. Ce retour ouvre une nouvelle phase politique et judiciaire aux conséquences potentiellement majeures. Accusations de tentative de déstabilisation, soupçons de détournement de deniers publics, réseau d'influence interne et externe. L'affaire dépasse désormais le simple cadre d'un conflit militaire. Que révèle réellement cette extradition? S'agit-il d'un acte de justice, d'un règlement politique ou du début d'une profonde recomposition institutionnelle? Voici les enjeux essentiels. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité africaine. Le 17 janvier 2026 restera comme une date charnière dans l'histoire judiciaire et politique du pays des hommes intègres. Après plus de 3 ans d'exil à Lomé, l'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, était officiellement extradé vers Ouagadougou. Ce retour longtemps jugé improbable marque un tournant sans précédent. Derrière les murs du tribunal militaire et des pôles judiciaires spécialisés, une machine complexe s'est mise en marche. On ne parle plus seulement de coup d'État de janvier 2022, mais d'accusations bien plus lourdes, détournement de deniers publics, enrichissement illicite et surtout des soupçons de tentatives de déstabilisation à répétition contre les institutions actuelles du Burkina Faso. Dans le forum de ce dimanche 25 janvier 2026, durant 90 minutes, nous allons nous plonger au cœur de ces enquêtes qui secouent le sommet de l'État burkinabé. Quelles sont les preuves concrètes accumulées par la justice burkinabé? Comment cette extradition redéfinit-elle les relations diplomatiques au sein de l'AES et avec le voisin togolais? Et surtout, ce procès à venir peut-il devenir le symbole d'une nouvelle ère de redevabilité ou risque-t-il d'exacerber les fractures au sein de l'armée? Entre révélations sur les réseaux de financement et enjeux de sécurité nationale, nous décryptons l'évolution d'une affaire où la raison d'État croise le fer avec la soif de justice. En tant que réfugié, normalement, il a un devoir de réserve parce que les principes d'asile politique sont connus de tous. Malheureusement, pendant qu'il était ici, il est rentré dans une agitation, dans des complots, en tout cas tel que ça a été toujours dit depuis 2023, 2024, etc. C'est qu'il était au cœur d'un système de complot pour renverser justement IB, parce qu'il considère que c'est mon petit, ce n'est pas lui qui peut me remplacer, etc. Donc son ego est vraiment blessé et il est rentré dans la conspiration totale. Alors si aujourd'hui l'État du Togo a fini par l'extrader, mais c'est un tournant décisif parce que depuis que le régime Ibrahim Traoré est là, et toutes les initiatives que ce régime prend ont été sabotées par l'action justement de Henri Damiba. Heureusement que le régime d'IB a laissé infiltrer ou bien diffuser clairement toutes les complicités, en tout cas toute la conspiration qu'il y avait et qui visait précisément à renverser le régime de IB. Donc ça veut dire que si on arrive à mettre la main sur un monsieur comme celui-ci, qui est au cœur d'un système de conspiration contre le régime actuel, c'est un tournant parce qu'ils ont démantelé là un système très farouche et très lourd qui englouillait la gouvernance de IB. Je pense que c'est un tournant effectivement décisif et à partir de là, on va apprendre beaucoup de choses qui vont montrer combien les complicités au sein de l'armée, en tout cas au sein même de l'administration politique burkinabé constituent de vrais sabotages pour ce. Il parlera à l'intérieur. En attendant qu'il ouvre lui-même la bouche, son téléphone parle. Gilles, je pars du principe que ça c'est mon téléphone. On ne peut pas trouver dans mon téléphone ce que je n'ai pas envoyé à quelqu'un ou ce que quelqu'un ne m'a pas envoyé. C'est les deux. Donc, je ne peux pas dire ça, je ne sais pas. Donc, en attendant que le téléphone parle, on va lui dire. En attendant que lui-même parle. Pardon? En attendant que lui-même parle. En attendant que lui-même parle. Voilà. Maintenant, le plus choquant dans cela, le plus choquant, malgré le respect scrupuleux des lois, des conventions internationales avant extradition, on voit toute une foule de contestataires et d'agressions contre le Togo. Ah, pourquoi on a extradé Damiba?
Et ce qui est surprenant, des pays qui ont toujours crié contre les coups d'État, ce qui est normal, personne ne veut un coup d'État, c'est eux qui disent, qui reprochent au Togo de n'avoir pas laissé Damiba aller jusqu'au bout de son coup d'État au Burkina Faso. Pourquoi on l'a extradé? Le Togo a extradé Damiba de la manière la plus légale possible. Luc Abati. Il faut être vraiment clair, hein. On va revenir aux fondamentaux. En matière d'asile politique, le premier principe, c'est le devoir de réserve. C'est la neutralité. C'est que tu es en situation, tu deviens un cas social, on te récupère pour te sécuriser. Et dans un tel contexte, tu n'as pas droit à la parole sur des questions liées à la vie politique de ton pays. Et à plus forte raison que tu t'engages ouvertement pour comploter et envisager l'éventualité de renversement d'un régime, en tout cas de ton pays. Tu ne peux pas te rendre complice des actes subversifs qui contribuent à éliminer la vie à tes concitoyens. Voilà le principe de base qui peut permettre que, mais attends, dans nos sociétés, lorsque un enfant commet une faute, a une difficulté dans sa famille, il court et il rentre dans une maison. Les parents de cette maison-là ont le devoir de le récupérer, de le protéger, sur la base des règles de nos règles du vivre ensemble. Et le parent va dire, non, non, laisse, il est déjà venu se réfugier chez moi, je m'occupe de lui, je vais le redresser, et puis voilà. Et donc, obliger cet enfant n'a plus le droit, depuis ma maison, de jeter des pierres, de lancer des pics, ou de faire quoi que ce soit qui compromettrait, moi, ma propre sécurité et même ma crédibilité. Voilà le contexte. Et donc, si aujourd'hui... C'est mon opinion personnelle. Je n'oblige personne à la partager avec moi. Un détourneur de deniers publics est un terroriste. Ah oui. Le détourneur de deniers publics, c'est un terroriste. Parce que c'est lui qui contribue à appauvrir le pays, à appauvrir les populations, à les énerver, à les fâcher contre les régimes en place et un jour à prendre les armes contre les régimes en place. Donc, voler les milliards, on parle de milliards, on n'a pas parlé de l'argent du mouton de Tabaski, non, on parle de milliards. Donc, quand tu voles ces milliards, tu es un terroriste. C'est pas compliqué. Je crois que si on continue à prendre ces voleurs pour des hommes bien, on les enferme même pas. Le type vole le mouton ou la poule du voisin, on le met en prison. Lui, là, a volé des milliards, il se pavane en ville. Non. Donc, si tu dis pourquoi cela est mêlé au sujet, c'est un terroriste. Au crime économique, c'est un listing. Et puis, il faut voir la cohérence. Si on dit par exemple détournement de fonds, crime économique, etc., oui, mais Damiba a dirigé le pays pendant 8 mois. Ça veut dire que c'est au cours de l'exercice du pouvoir que ces actes ont été commis, ces actes criminels, sabotant l'économie de son pays, ont été commis. Et donc, en partant de la base, ça veut dire qu'il a été auteur de la corruption, des détournements avant qu'il ne soit en exil. Et maintenant, il incite à la commission des délits et des crimes, c'est-à-dire à la déstabilisation de son pays. Avec l'argent volé. Avec l'argent volé, justement. Donc, ça veut dire qu'il y a une cohérence dans ce qui a été évoqué. En tout état de cause, un acte subversif, un détournement du denier public. On parle toujours du denier public. J'ai l'impression que les gens minimisent ce contexte-là. Vous voyez, quand vous êtes dirigeant, ce n'est pas vous qui produisez les ressources dont vous disposez pour gouverner le pays. C'est le labeur du peuple. Ce sont les citoyens qui, de par le travail, créent la richesse nationale qu'on met à votre disposition. Tu ne te demandes pas pourquoi ce capitaine, président Ibrahim Traoré, a acheté des missiles de longue portée. Les gens disent, ah non, ça ne sait pas, on ne va pas tuer les terroristes avec missiles de longue portée. Non, ce n'est pas les terroristes qu'on va tuer avec ça, c'est vous-même qu'on cherche. C'est vous qui organisez les terroristes, c'est vous qui organisez le terrorisme, c'est vous qui financez le terrorisme. C'est vous qui obéissez au doigt et à l'œil à la France. Et vous ne voulez pas laisser les Africains dormir. Les missiles sont pour vous, ce n'est pas pour les terroristes. Donc, Ibrahim Traoré a anticipé. Il ne dort pas sur ses lauriers. Et le peuple burkinabé, c'est ce que je disais, que le Damiba, il sait que s'il touche à un seul cheveu d'Ibrahim Traoré, les Burkinabés vont le manger vivant. Parce qu'Alain Sakandé, toutes les deux bordels qui suivaient avec l'argent dans les scooters, là, ils peuvent quoi pour le protéger? Ils peuvent quoi?
Donc, c'est parce qu'il sait ça qu'on a positionné et les terroristes et les mercenaires pour massacrer tout le peuple burkinabé et lui devient président. Non, pour être sérieux, je pense qu'il faut saluer la capacité d'anticipation du régime d'Ibrahim Traoré. Parce qu'en réalité, c'est la même histoire qui allait se répéter. Capitaine Thomas Sankara, qui vient pour engager une révolution à la tête du Burkina Faso, on lui saute. Et vous avez vu, le Burkina Faso a basculé dans une dictature pendant 27 ans. Et puis donc le pays était encore sous la coupe des impérialistes, etc. Aucun déclic déterminant. Voilà un jeune de 33 ans, capitaine de son État, qui vient au pouvoir et qui commence une révolution, mais avec des résultats remarquables. À la limite, c'est des miracles que le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'opérer à la tête de ce pays-là. Qu'il aurait cru que sans aide budgétaire, sans appui financier extérieur, avec la rupture de coopération financière, etc., ce pays-là serait capable de se restructurer, de réinvestir dans l'armement, de réorganiser l'armée, d'investir dans les infrastructures, de relancer l'économie, de réorganiser la société elle-même et d'engager des ressources pour le développement, la santé, l'éducation, etc., etc. Et il recrée l'espoir dans l'esprit des citoyens burkinabés, parce que c'est la clé de base. Si les citoyens ne sont pas dans les bonnes dispositions, s'ils ne s'engagent pas dans la vision initiée par le dirigeant, s'ils ne sont pas mobilisés et à développer une certaine fierté d'appartenir à quelque chose de précieux, il est impossible de gouverner et de développer le pays. C'est ce qui est en train de naître justement au Burkina Faso, tout comme dans l'ensemble des pays de l'AES. Pour que ce linge sale soit lavé devant tout le monde. Mais c'est idéal, c'est l'idéal. S'ils ont tout l'équipement nécessaire pour faire un procès public, c'est tant mieux. Parce que là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on recherche à travers un procès? C'est la vérité. Sur les faits qui sont reprochés aux accusés. Et il est de l'intérêt même de ces accusés-là de laisser que le procès puisse être public. Pour que demain, pas sortir les noms, est-ce que... Mais où est le problème? Si on va sortir toi ton nom, Gilles Bogo, là-bas? Non. D'ailleurs, pourquoi sortir un nom est plus criminel que les gens continuent? Voilà, c'est-à-dire que si des gens ont trouvé opportun de se rendre complices ou acteurs des actes subversifs contre un État souverain, c'est l'occasion justement de révéler leur nom. On ne peut pas faire un procès en catimini parce que, il y a des noms qui vont... Mais il faut qu'ils sortent. Ça veut dire que ces gens-là, quelle que soit leur position, qu'elle soit au sommet de l'État ou ailleurs, que ce soit en Afrique ou ailleurs, il faut que le monde entier se rende compte que ce ne sont pas des hommes. Oui, mais parce si qu'un être humain... Oui. Mais excellence, c'est pour clôturer cette première partie de New World Forum. Quel message le Burkina Faso envoie-t-il à la sous-région avec cette procédure? Oui, le message est simple. Le Burkina est là. Il était là, il est là, il sera toujours là. Et il tient à préserver la paix et la sécurité à l'intérieur de ses frontières qui sont aujourd'hui en même temps les frontières de l'AES. Maintenant, si vous voulez profiter de cette paix et de cette sécurité, nous sommes là, on travaille ensemble. Si vous êtes dans la logique de la guerre, nous, on a déjà nos missiles en position, on sait vers où on les a orientés. En tout cas, une grande victoire. Énormément. Pour Ibrahim Traoré. Un grand butin. Dans mon émission précédente de la semaine, j'ai dit c'est un vrai butin. Un vrai butin parce que si Damiba est devenu le point central à partir duquel s'organisaient tous les complots contre le régime de Damiba, ça veut dire qu'il y a un démantèlement aujourd'hui de ce système-là.